architecte engagé sur ces questions. Il est également paysagiste, naturaliste et auteur de ce livre, Bêtes de ville, petit traité d'histoire naturelle au cœur des cités du monde, chez Fayard, qu'il dédicacera d'ailleurs après son intervention. Bienvenue Nicolas Gilsoul. Merci. Merci d'être à El Green aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre Anne Hidalgo. Qu'avez-vous pensé de son intervention ? Quel courage, hein. Oui. C'est vrai qu'être maire d'une ville comme Paris, c'est pas évident. Grande puissance, et on l'a entendu tout à l'heure, notamment, 2-3 interventions avant. On a besoin de nos élus, parce qu'ils connaissent le territoire, parce qu'ils ont les leviers pour agir. Donc on peut agir chacun à notre petite échelle, mais ils sont indispensables. Ils sont indispensables dans cette charnière de décision. Je pense notamment à un truc, elle n'en a pas parlé, et pourtant c'est un acte très fort de la ville de Paris, c'est le fait d'avoir choisi de livrer les cantines en bio. Oui. C'est pas uniquement pour que vos enfants mangent mieux, ça a aussi un impact hyper important sur la biodiversité, c'est qu'en faisant ça, ils s'approvisionnent dans la 2e et dans la 3e couronne. Et que donc la région, parce que la ville de Paris ne serait rien sans sa région, et que donc là on sort des luttes politiques de partis, de couleurs, de machin, ils doivent se donner la main, et que donc le fait de choisir que les cantines soient bio, dans la région Île-de-France, on va promouvoir de jeunes maraîchers ou de jeunes éleveurs bio, donc un circuit court, donc la préservation des espaces ouverts dans le paysage, qui fait l'identité de notre région Île-de-France, et comme ce sont des petites parcelles de 2 hectares, un quadrillage, un maillage qui permet des corridors écologiques et qui permet du coup aux bestioles de rentrer dans Paris ou d'en sortir plus facilement. Donc le simple fait de choisir une cantine bio sur une échelle telle que Paris va avoir un impact sur la région, sur son paysage et sur sa biodiversité. Un impact sur sa biodiversité, et je complète parce que nous disaient des nutritionnistes la semaine dernière lors d'un autre événement Elzen, quand on consomme local, on consomme des fruits et légumes beaucoup plus riches en nutriments et donc beaucoup plus nourrissants aussi. Alors, revenons à vous. Vous êtes architecte et paysagiste, je le disais, et vous m'expliquez que dans votre métier, vous faites systématiquement attention au vivant. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est le matériau de base, hein. C'est avec ça qu'on joue, donc forcément, on doit le connaître. La ville, ça fait pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années, une vingtaine d'années, qu'on considère la ville comme un écosystème. Alors, c'est pas un terme de marketing, c'est simplement une nouvelle discipline de l'écologie urbaine, qui fait qu'on considère maintenant, avec les scientifiques, que la ville est une mosaïque d'écosystèmes différents, des milieux humides, des milieux machins, etc. Voilà, tous peuplés par une faune hybride. Et donc, quand on s'insère en faisant un projet de paysage, un projet d'aménagement urbain, il faut évidemment d'abord savoir lire cette mosaïque, en comprendre les flux, les dynamiques, et puis décider comment on s'y insère. C'est exactement la même chose que quand vous mettez une pierre dans un ruisseau, dans une rivière. Vous mettez une pierre dans un ruisseau, ça va changer le mouvement de l'eau, ça va créer de la sédimentation d'un côté, de l'érosion de l'autre. Sur cette sédimentation, avec le temps, ça va créer une île. Sur cette île, le vent et les insectes vont apporter des graines, vont les polliniser, ça va grandir. Il y a d'autres insectes, il y a d'autres oiseaux qui vont venir, puis ça va créer une forêt, etc. Cette logique-là, le simple fait d'agir dans la ville comme paysagiste ou comme architecte, il faut toujours penser à cette pierre. Parce que quoi qu'on fasse, on va avoir des conséquences en chaîne. Donc mieux connaître le vivant, ça permet d'avoir des actes en amont qui sont meilleurs, bénéfiques pour la biodiversité ou pire. Et vous travaillez notamment sur un projet à Versailles où vous avez installé un cabaret aux oiseaux, là où il y avait une gare de bus. Alors c'est en cours. Ouais, c'est en cours. J'ai la chance de bosser avec la ville de Versailles depuis une dizaine d'années maintenant. C'est une ville qui s'est engagée 4 ans avant Paris sur le zéro phyto, donc 12 ou 14 ans avant la loi Labbé. C'est une ville qui a... Alors, la loi Labbé, c'est une loi adoptée en 2014 qui interdit l'usage de produits phytosanitaires dans les parcs et jardins. C'est ça. Et du coup, ça permet d'avoir ce qu'expliquait Anne Hidalgo, d'avoir des bestioles qui sont revenues et donc d'avoir une meilleure richesse de biodiversité. Versailles. Oui, le dernier projet en cours, là, c'est assez intéressant. C'est juste en face de la gare Rive Gauche.
il y avait une gare de bus. Cette gare de bus, les bus, on les a bougés, et donc cette gare de bus va devenir demain un jardin public. Oh, c'est pas très grand, mais ça a l'avantage d'être sur un axe qui est une des 3 avenues historiques de Versailles, qui mène au château, et donc qui est un arbre avec des très grands arbres, c'est des arbres qui font 30 mètres de hauteur, donc c'est des autoroutes à chauves-souris, notamment. Et venir greffer à cet endroit-là un cabaret des oiseaux, c'est concevoir un jardin public, non plus uniquement sur des prérequis culturels, c'est-à-dire le jardin, il faut qu'il soit fleuri jaune ou fleuri rouge ou fleuri ceci, etc. Mais je conçois ce jardin aujourd'hui à partir des besoins que les oiseaux peuvent avoir, ceux qui mangent des insectes, ceux qui mangent des graines, etc. La façon de les attirer au niveau du niché pour se reproduire. Et donc c'est un jardin qui est aujourd'hui conçu à partir des besoins, des contraintes des oiseaux. Donc ça implique ceux des insectes, donc ça implique ceux des petits mammifères, donc, etc. Et les humains là-dedans sont invités. Alors, je vais me faire un peu, ça me donne très envie d'y aller quand vous nous en parlez, mais je vais me faire un peu l'avocate du diable. En quoi est-ce utile d'avoir des animaux en ville finalement ? Alors les animaux en ville, pourquoi c'est utile ? C'est un bienfait écosystémique ? Non, mais c'est très simple. Je vais vous donner 2-3 exemples et puis je vais en développer un tout petit. Les chauves-souris, chez nous, pas celles qui sont les copines du pangolin et qui nous ont posé autant de problèmes. Non, mais quand on lit votre livre, on apprend qu'il y en a à Créteil-Soleil. Oui, il y en a à Créteil-Soleil, il y en a tout plein à Créteil-Soleil, parce qu'on a créé une autoroute urbaine, non, une autoroute à chauves-souris, un alignement d'arbres sur un ancien tracé historique. Oui, les chauves-souris, ça mange des insectes, donc ça mange aussi les moustiques. Sachant qu'avec le changement climatique, on a des moustiques tigres qui sont maintenant jusque dans le nord de la France, la chauve-souris, pour nous, est un allié. Exemple, le renard va croquer des rats. Le faucon, dont on a parlé tout à l'heure, va décapiter au vol les pigeons, donc va réguler sa population. Après, il faut accepter que les pigeons soient décapités en vol et qu'ils risquent de vous tomber sur la voiture. Bon, c'est évidemment plus simple pour les humains d'accepter de ne pas voir comment on s'en débarrasse avec des produits qui les font crever dans des coins. Mais donc voilà, le faucon est beaucoup plus efficace. Et à Sao Paulo, ils ont construit la ville sur un nid de scorpion. Ça, c'était un petit peu idiot de faire ça. Mais les pères jésuites avaient décidé de construire ça là, la ville, parce que c'était à côté des mines d'or. Les Indiens ont dit « Allez-y, il n'y a pas de problème, c'est un énorme nid de scorpion. Allez-y ». Ils ont développé la ville et aujourd'hui, donc plusieurs centaines d'années plus tard, avec le changement climatique et la très bonne gestion qu'on connaît du gouvernement brésilien, je suis critique. C'est ironique. Voilà, sur la gestion des déchets, sur la gestion de la crise climatique, les scorpions ressortent. Et aujourd'hui, ils font face à une infestation d'un des 4 scorpions les plus dangereux dans le monde. On est passé de 14 000 piqûres en 2000 à 140 000 aujourd'hui, donc on a une espèce de... comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser ? Les produits, ça ne sert à rien. Même la bombe nucléaire, on ne se débarrasse pas des scorpions, donc vous imaginez. La seule chose qu'on aurait pu faire, c'est faire appel aux toucans et faire appel aux singes qui étaient là avant. Sauf qu'aujourd'hui, dans la ville de Sao Paulo, il y a très très peu d'espaces verts, il y a très très peu de parcs et de jardins. Il suffirait d'avoir un système de parcs et de mailler un système de parcs pour les voir revenir en ville et s'occuper du cas des scorpions, et donc de nous donner un coup de main. Alors, vous évoquiez le cas des renards tout à l'heure, qui mangent jusqu'à 10 rats par jour, contrairement aux chats qui sont un petit peu moins malins et qui se focalisent surtout sur les souris. Donc, on comprend l'utilité de la présence des renards en ville, sauf que moi, si je me retrouvais face à un renard là, en plein Paris, je ne serais pas très sereine. C'est pas un peu dangereux ? Vous vous dites non, il y a des villes qui s'en sortent très bien avec les renards. Oui, il y a des villes qui s'en sortent très bien. À Bruxelles, on s'en sort très bien. À Londres, on s'en sort très bien. Les vaccine, c'est ça ? Oui, ils les vaccinent. Le truc, c'est qu'en fait, il faut imaginer que le renard puisse rentrer dans la ville. Ça, il se débrouille très bien, parce que là, il fait chaud. Il y a à manger, il n'y a pas de prédateurs, il y a très peu de chasseurs, il n'a pas de prédateurs au-dessus de lui, parce que autant on accepte plus ou moins de voir un renard, autant dès qu'il y a un loup ou un ours en France, même quand ils sont loin des villes, ils n'ont pas le droit de citer. Donc pour venir, très bien. Pour ressortir, c'est pas évident. Et donc c'est là l'utilité des corridors écologiques dont parlait la maire tout à l'heure, notamment, et d'un maillage plus serré, et donc d'un paysage intelligent, d'une structure de paysage intelligente qui permette à ces bestioles de rentrer et de sortir des villes.
Alors très bien, donc parlons aussi de l'importance de la végétation dans les villes, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Elle peut être utile dans le cas de canicule, par exemple. Ah oui, bien sûr. Après ça, l'arbre en lui-même, c'est très intéressant, mais il n'est intéressant que s'il a un sol et que s'il a un milieu autour de lui. La pleine terre dont parlait Anne Hidalgo tout à l'heure. La fameuse pleine terre. Planter des forêts urbaines sur des dalles, je demande à voir. Hein, je suis tout à fait ouvert avec les scientifiques pour qu'on m'explique comment ça fonctionne, mais ça, j'y crois pas une seconde. Ça a besoin de pleine terre, ça a besoin de sol, de vrai sol, de sol vivant. Et puis, forcément, parce que vous allez avoir un effet d'ombre, si vous prenez la canicule, vous allez avoir un effet d'ombrage, vous allez avoir un effet de piège de carbone, donc réduction du nuage de pollution, etc. Vous allez avoir un sol s'il y a un sol, qui va temporiser le besoin en eau, parce qu'on a un stress hydrique, et qui va renvoyer de la fraîcheur avec ce qu'on appelle la phytoévaporation, puisque les arbres transpirent aussi. Voilà, l'arbre assure le cycle de l'eau, en fait. Oui, ouais. Parfaitement. C'est pour ça que c'est intéressant qu'ils prennent ça à bras-le-corps. Donc l'arbre, oui, mais dans un milieu et dans une proportion importante. Est-ce qu'on a la place à Paris, on a l'impression que la tension immobilière est déjà tellement forte. Est-ce qu'on a la place de planter des arbres Oui, on a la place. On aurait même pu avoir la place d'en installer sur le faubourg Saint-Antoine, qui vient d'être refait pour mettre une autoroute à vélo. Je pense qu'il y avait moyen, sur la largeur de ce profil, d'avoir une petite réflexion aussi sur la question de l'arbre. Après, il y a toujours la question de ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire les réseaux. Combien de réseaux il y a, comment ils sont mis, comment on peut les déplacer. Pour ça, je dis courageux, parce que c'est une question de courageux. Il y a aussi la nécessité de mutualiser plus intelligemment. C'est-à-dire que si je prends la promenade promenade plantée entre Bastille et puis la fin du 12e, on a un chemin qui est au milieu de 2 zones fertiles. Si ce chemin, on le déplaçait en balcon sur l'avenue Daumesnil, on serait dans la canopée des arbres et on aurait laissé une largeur suffisante, en couplant les 2 largeurs fertiles actuelles, on aurait laissé une largeur suffisante qui permettrait, elle, d'avoir des nidifications, des machins, et toute une vie beaucoup plus forte. Bon, alors ce jardin, il a un certain âge, peut-être qu'on va le reprendre. Là, il y a la place. C'est une idée, en tous les cas. Et vous parlez aussi des dents creuses à Paris, c'est-à-dire ces espaces non construits qui sont entourés de parcelles qu'on pourrait aussi verdir, finalement. Alors, la plupart, elles sont déjà, en fait, très riches. En termes de biodiversité. C'est des réservoirs de biodiversité, ces lieux-là, parce que pendant des années, on n'y a pas touché. Parce que... voilà, spéculation immobilière et autres, c'est resté comme ça. Alors aujourd'hui, on le voit, ça devient de plus en plus des jardins partagés, des jardins associatifs. Ça, c'est génial parce que ça crée un terreau social très, 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 très fort, très, très riche. Et je pense notamment au Chakirail à Paris, le long de la Petite Ceinture. C'est un endroit tout à fait dément parce que là, il y a une vraie volonté d'aller avec l'existant et donc de faire perdurer ces choses-là. Mais il est essentiel de conserver des poches non jardinées dans la ville, parce que c'est là que se développe le plus de biodiversité. Alors, on comprend, en vous écoutant, l'intérêt des végétaux et des animaux pour les citadins, mais les animaux, eux, pourquoi ils viennent dans nos villes ? Vous évoquez dans votre livre la notion de refuge. C'est un refuge. Mais pas que pour nous. C'est vrai que maintenant, on sait que 3 humains sur 4 vont se retrouver dans les villes ou sont en train de se retrouver dans les villes. Ça fait beaucoup sur la planète. On sait aussi que, et on l'a vu pendant la pandémie, on était tous confinés, un tiers de l'humanité confinée. On attendait avec hâte le matin d'entendre le merle chanter. C'est ça qui nous a permis de tenir, plus ou moins. En plus, on n'entendait plus les ambulances. Vous l'entendiez, le merle? Ah oui, moi je l'entendais bien. 4h30 du matin. Non, mais ça faisait du bien. Et je pense que pourquoi est-ce que c'est un refuge ? Alors c'est un refuge parce que d'abord, les villes sont des îlots de chaleur urbains. Alors vous allez me dire, c'est une catastrophe. Ouais, pour des raisons écologiques, c'est une catastrophe. Mais il y a aussi pas mal d'espèces que ça arrange. Par exemple, à San Diego, le junco aux yeux noirs, qui a un très beau petit passereau, très bien maquillé, va se reproduire plus souvent parce qu'il fait plus chaud. Et donc ça a été même jusqu'à une espèce d'évolution, de mutation comportementale qui est assez marrant, c'est que Madame Junco choisissait avant son compagnon
parce qu'il avait des très belles plumes blanches. Il était magnifique. Celui qui avait les plus belles plumes blanches, ça devenait le compagnon. Aujourd'hui, comme il y a plusieurs naissances par an, le meilleur compagnon, c'est celui qui sait tenir la maison, qui sait donner les biberons, qui sait arrêter le chauffe-plat, etc. Donc il y a une mutation du comportement. Bon, tant mieux pour le junco. Donc, 1, il fait plus chaud. 2, il y a à manger. Alors, souvent, c'est n'importe quoi. Donc, par exemple, les souris blanches à Brooklyn, elles ont muté. Et elles résistent aujourd'hui aux métaux lourds et elles ont des acides qui leur permettent de manger la graisse des pizzas et des kebabs qu'elles mangent au quotidien. Mais en fait, ils viennent parce que les axes urbains sont devenus tellement immenses, aux États-Unis notamment, qu'il n'y a plus de place entre les villes. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de ville, on confond souvent avec l'hypercentre. Pour ça, je disais tout à l'heure, Paris, c'est aussi la région. Enfin, Paris sans la région n'est pas la même chose. Il y a ces villes comme Boswatch, entre Boston et Washington, qui sont des arcs urbains complets. On le voit quand on regarde une carte satellite de la Terre la nuit. On voit que la France, c'est une seule lumière. Il y a très peu de taches d'ombre, peut-être en Ariège, un peu. Tant mieux pour eux. Donc, oui, la ville s'est développée avec des zones d'activité commerciale, des zones industrielles, tout un tas de services qui sont autour de la ville, mais qui font partie de la ville, et dans lequel il y a... voilà. Donc, refuge, chaud à manger, à boire, même en hiver, parce que les oiseaux peuvent venir boire des endroits qui ne gèlent pas parce qu'il fait plus chaud. Pas de prédateurs, très peu de prédateurs. Vélo, trottinette, voiture, mais il n'y a plus le loup, il n'y a plus le lynx, il n'y a plus l'ours. Mais alors, ces animaux, on les a vus un peu ressurgir pendant le confinement, mais en temps normal, ils se cachent quand même, on les voit pas... Oui, mais ils étaient là, c'est ça qui est amusant. Moi, quand j'ai sorti le bouquin, c'était au mois de décembre, je crois, on est à quelques semaines du confinement. C'est une enquête de plusieurs années, et dans laquelle je montre qu'il y avait déjà 35 000 sangliers dans le cœur de Berlin, qu'il y avait 15 000 coyotes à Chicago, etc., etc. Ils sont là. Simplement, ils sont discrets. Il y a aussi les merles de l'aéroport de Turin qui ont adapté leur chant pour que ce ne soit pas pendant les horaires de décollage et d'atterrissage des avions. Sinon, Madame Merle ne l'entend pas. La merlette ne l'entend pas. Et là, du reste, j'aurais adoré pouvoir avoir un échange avec Anne Hidalgo, parce que j'avais une proposition. Allez-y. C'est une journée du silence. Je pense qu'on a fait tous, ça nous a fait tous énormément de bien dans cette période extrêmement anxiogène, d'avoir une ville qui avait baissé son niveau de décibels énormément et qui nous permettait d'entendre tous ces voisins non humains qui sont associés, les oiseaux, les machins, les trucs, qu'on n'entendait plus et qui continuent à chanter, mais on les entend pas parce que le niveau des voitures est le niveau de la route est beaucoup plus haut. Une journée de silence, c'est le contre-pied de la journée de la musique, peut-être. Alors ça, d'accord, oui. Non, mais ça nous permettra, en fait, l'idée, c'est de faire prendre conscience, et donc c'est une pédagogie douce qui permet de prendre confiance qu'on n'est pas les seuls, et que désormais, on doit partager cet espace urbain. Et ça m'amène à mon dernier point, c'est comment aider et préserver ces animaux dans nos villes. Donc on a évoqué la loi Labbé, là vous venez de formuler une proposition. Il y a aussi la question de l'éclairage nocturne, non ? Oui, bien sûr. Alors, oui, on sait tous que ça permet. C'est embêtant pour la faune, et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ces projets innovants dont on parlait, remplis d'arbres, remplis de potagers, remplis de trucs très très bien, avec plein de bonnes intentions. Et évidemment, le promoteur qui a mis beaucoup d'argent pour permettre à ces arbres de tenir, donc d'avoir un tout petit peu de sol avec une irrigation pas possible, avec des systèmes informatiques incroyables. Comme c'est la grande fierté, on va les mettre en lumière la nuit. À partir du moment où on les met en lumière la nuit, il n'y a plus la biodiversité qu'il faut. Donc il faut changer ce point de vue-là. Ça attire des papillons nocturnes aussi. Oui, alors il y a un truc avec l'éclairage nocturne, on est passé au LED maintenant, dans les éclairages de ville. Et alors c'est assez amusant parce que c'est à Milan, ils ont fait une étude scientifique là-dessus, ils se sont rendus compte que les papillons nocturnes étaient beaucoup plus attirés par les éclairages de LED. Donc ils venaient beaucoup plus, et donc les chauves-souris venaient les manger plus facilement. Donc pour survivre, darwinisme urbain, évolution, en quelques générations, les papillons de nuit ont grandi. Comme ils ont grandi, les chauves-souris ont grandi leur mâchoire pour les croquer plus facilement. Vous imaginez, en fait, c'est la pierre dans le ruisseau. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose, il y a une suite logique derrière. Et alors, quid des petits gestes du quotidien ? Est-ce que, par exemple, mettre de l'eau sur le balcon pour les pigeons, est-ce que c'est une bonne idée ? Mes amis les pigeons. Je pense que alors moi j'enverrais 3 des gestes au quotidien. On en a déjà dit quelques-uns avant. Donc je ne vais pas vous faire la liste
couper la lumière quand vous sortez de la salle, etc. Mais le premier, c'est d'aller aux urnes. Oui, de s'engager. Ouais. Ouais, parce que les élus, le maire, la région, le département et l'État. Si le maire de Paris s'est engagé sur des choses, et tend la main à la présidente de région, et qu'ensemble, ils vont plus loin, si derrière la troisième couronne, on a encore une agriculture sur laquelle on déploie des néonicotinoïdes, on a tout raté. Bon, donc il y a un engagement. Les résultats des dernières municipales ont montré qu'il y avait eu une prise de conscience. Continuons à aller aux urnes, à Paris, même quand c'est la deuxième vague de pandémie. Continuons à aller aux urnes. 1. 2. ONG, associations, pour apprendre les gestes, pour apprendre à reconnaître ce vivant, parce que quand on arrive à nommer une plante ou un animal, on a plus de respect, plus d'attention. Ouais. Et puis, troisième niveau, personnel. Et ce troisième niveau personnel, moi je dirais qu'il y a une révolution à faire dans la connaissance. Quand vous voyez que les enfants du peuple Achuar en Amazonie connaissent 300 noms d'oiseaux, arrivent à les reconnaître à leur chant, arrivent à les imiter, et donc comprennent ce que chacun a à faire comme place dans l'écosystème de la forêt, on se dit qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de parler de biodiversité. Il faudrait qu'on sache ça, qu'on connaisse ces bestioles et qu'on commence à comprendre comment elles fonctionnent entre elles et ce qu'on peut mettre en place pour les favoriser. Effectivement, ça fait réfléchir ce que vous nous dites. En tous les cas, on peut en apprendre beaucoup plus en lisant votre livre. Merci beaucoup, Nicolas Gilsoul, d'être venu à Elgreen aujourd'hui. Je rappelle votre livre « Bêtes de ville, petit traité d'histoire naturelle au cœur des cités du monde » chez Fayard. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous le dédicacerez dans quelques instants. Quant à moi, je rends la scène à Florence Besson, qui est rédactrice en chef.